Et bonjour aujourd'hui, bienvenue à State of Food, nouvel épisode. Et alors là, cette semaine, je suis super ravie. Alors, je suis toujours très ravie de recevoir mes invités. Et là, c'est Pierre Raffard. Et on va encore une fois parler de géopolitique de l'alimentation. Alors aujourd'hui, moi, je suis comme aux anges. Tu vois, c'est genre un peu Noël. On se connaît pas depuis longtemps, Pierre. Donc, on va pas faire semblant de se vouvoyer, tout ça. On va direct se tutoyer parce que dans la vie, on se tutoie. Et moi, sur ce plateau, j'adore recevoir des sociologues de l'alimentation. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, c'est des gens qui nous expliquent des choses qui nous échappent. Et donc, si je te présente, mais encore faut-il te présenter parce qu'on te suit tous les jours sur Arte pour Voyage en cuisine. Mais tu es géographe, enseignant et en fin de compte, tu travailles sur les systèmes alimentaires depuis des années, les forces géopolitiques. Tu as vécu en Turquie, tu nous raconteras peut-être ça autour des questions que je vais te poser. Et on te retrouve, je le redis, tous les jours sur Voyage en cuisine. Moi, j'avais adoré la crêpe des 1000 trous, à chaque fois je le dis, parce que je savais pas qu'on en faisait aussi à l'étranger des crêpes de 1000 trous. Comme quoi, l'hybridation alimentaire, c'est pas quelque chose de si franco-français, puis de si rare en définitive. Donc, on s'est dit qu'on allait partir. Moi, j'ai essayé de faire un petit cadre parce qu'en général, quand Pierre et moi on démarre, c'est un peu chaud. Je vous dis la vérité en général. Ça part un peu dans tous les sens. Donc Ça on va part dans essayer tous de les cadrer sens, quand même. mais on va essayer de cadrer. Voilà, on va essayer de cadrer. Et en fin de compte, première question de géographe direct. Que dit la géographie de ce que nous mangeons? Est-ce que ça dit quelque chose en vérité? Ah oui, alors là déjà, on part, vous avez 2 heures, un stylo, un papier, vous pouvez faire une dissert, 3 parties, 3 sous-parties. En fait, quand on pose cette question-là, moi j'ai toujours l'habitude de dire la même chose. C'est quoi la géographie ? En fait, des essais les plus compliqués, les plus difficiles à comprendre, au texte les plus simples, en fait, ce qui nous intéresse en géographie, c'est toujours de savoir pourquoi quelque chose se passe ici et se passe pas ailleurs. Ou au contraire, pourquoi une chose se passe ici et se passe ailleurs, mais vraiment parfois à une distance très lointaine. Donc ça, tout d'abord, on identifie le phénomène en question, et puis après, on essaie d'expliquer pourquoi. Et tu me vois venir, avec mes gros sabots. Bien sûr. La question de la géographie de l'alimentation, c'est pourquoi on mange ici de telle manière et pas ailleurs. Comment est-ce que l'alimentation crée des territoires particuliers, crée des croyances particulières, crée des cultures particulières, et aussi, alors ça c'est une vision peut-être très statique, mais comment aussi nos systèmes alimentaires évoluent, et comment est-ce que, je sais pas moi, le bubble tea qui est né à Taïwan il y a quelques années de ça, se retrouve aujourd'hui en France, en Europe, en Amérique du Sud et absolument partout. Donc aussi, cette fameuse question de la mondialisation. Moi, je préfère le terme de globalisation, on en parlera peut-être plus tard, mais comment en fait se met en place, quelle forme prend cette globalisation alimentaire. Donc c'est très large, mais voilà, pourquoi ici et pas ailleurs ? Et pour toi, ce serait quoi les grandes zones? Alors, j'aime pas le mot pouvoir, mais les grandes zones, en fin de compte, un peu chaudes en termes d'alimentation et ces pôles un peu que moi j'appelle plutôt géopolitiques en définitive. Ils sont où d'après toi? Alors, je vais un peu te décevoir, je vais te dire toute la planète. Ah ouais, Pour une d'accord. bonne et simple raison qu'en fait, les hommes mangent. Tout le monde mange. Alors, tu vois, pour toi, ça va te sembler évident, c'est la lapalissade totale, mais il faut quand même toujours le rappeler. Parce que quand on est en France, quand on est en Amérique du Nord, quand on est même en Asie, on a tendance à considérer l'alimentation, la cuisine, comme des faits donnés. Quand on va faire nos courses, quand on est dans nos supermarchés, nos épiceries, avec les rayonnages qui se débordent, qui sont d'une abondance incroyable, on ne se pose pas vraiment de questions, c'est normal. Alors que si tu vas dans certaines régions d'Afrique, si tu vas, je sais pas, à Madagascar, en Asie du Sud-Est, dans certaines régions d'Amérique du Sud, l'alimentation, c'est encore un défi. Manger à sa faim tous les jours, c'est déjà un défi. Donc, j'ai envie de te dire, parce que c'est un besoin biologique commun à l'ensemble de l'humanité, bien sûr, c'est un enjeu global qui concerne absolument tout le monde. Après, si ta question du pouvoir, c'est de savoir qui est-ce qui utilise l'alimentation comme un moyen d'influence pour créer un rapport de force, pour, au contraire, à l'inverse, créer des collaborations, c'est vrai quand même que là, tu as une hiérarchie beaucoup plus marquée. Tu as l'Europe, qui est un des pôles importants, l'Amérique du Nord, menée bien entendu par les États-Unis, mais le Canada qui est pas très loin. Tu vas avoir tout le pôle asiatique qu'on pourrait diviser en sous-groupes entre la Chine, qui est vraiment aujourd'hui un mastodonte alimentaire, un mastodonte agroalimentaire, un mastodonte agricole aussi, qui depuis, on va dire, une vingtaine d'années, rebat absolument toutes les cartes en matière alimentaire. D'ailleurs, tu le sais sûrement, mais aujourd'hui, le premier producteur mondial de blé,
c'est pas les États-Unis, c'est pas l'Union européenne, c'est la Chine. Ouais. Alors ça peut sembler étrange dans ce pays qui était connu pour être la civilisation du riz. Ouais. Eh ben non. En fait, c'est devenu. Donc quand je te parlais de la mondialisation qui fait évoluer, qui transforme, bah voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ouais, et puis tu vois, alors tu parles du blé, là tu me lances sur un truc, tu me parles de la Chine qui est leader là-dedans. Mais on a aussi l'Ukraine, et grâce à ça, alors pas l'Ukraine, mais on a réussi à rendre quand même l'Afrique dépendante du blé qui ne consommait pas. Donc on se rend bien compte qu'à chaque fois que ça tangue un peu, on va avoir quand même des parties de monde, donc là par exemple l'Afrique, où on peut avoir des gens dans la rue, parce que du jour au lendemain, il n'y a plus rien, parce que on ferme les ports en Ukraine, et que par exemple en Chine, le blé il est mobilisé sur d'autres secteurs. Donc ça se passe comment, ça s'explique comment? Et nous par exemple, la France qui était quand même un pays où on produisait du blé, on est complètement hors jeu. Alors, moi, je suis pas aussi difficile que toi. Je pense que la France n'est pas encore hors jeu. Mais alors, moi, je vais vraiment mettre les pieds dans le plat, sans mauvais jeu de mots. C'est que la guerre en Ukraine, j'ai trouvé qu'il y a eu un avantage à cette guerre-là. Alors, bien entendu, pas pour la population ukrainienne, pas pour la population russe, mais au moins, ça a fait comprendre au grand public. Après, ça a permis de savoir ce qu'était l'Ukraine, parce que c'était une sorte de marge de pays aux marges de l'Europe. Bon, on ne savait pas trop ce que c'était. C'était un peu la Russie, pas trop la Russie. Bon, on ne savait pas vraiment. Mais ça a déjà fait comprendre que l'Ukraine, c'était un gros leader agricole. Je le rappelle, ça doit être, alors ça dépend des années, mais aux alentours du 3e ou 4e producteur mondial de blé. Même chose pour le tournesol. Et donc, on s'est surtout rendu compte que quand il y avait un grain de sel en Ukraine, eh bien, finalement, les conséquences, elles étaient globales. Bon, tu as parlé de certains pays. Moi, je pense à un pays comme l'Algérie, un pays comme l'Égypte. Quand la guerre en Ukraine a commencé, quand les ports ukrainiens ont été bloqués, quand les exportations de céréales ukrainiennes ont, elles aussi, été drastiquement limitées, qu'est-ce qui s'est passé ? On a vu des gouvernements dans le pourtour de la Méditerranée, on a vu des gouvernements en Afrique commencer à avoir sacrément peur en se disant « Mais attends, déjà, on a une instabilité politique assez structurelle. Si, en plus... on arrive à des ruptures de stock en matière de denrées de base, ça va faire un gros problème. Donc ça a aussi fait comprendre, bon, les spécialistes le savaient déjà, mais le grand public a compris qu'en réalité, il y a une sorte d'effet colibri. C'est que le système alimentaire était profondément interconnecté, que ce qui se passait en France, ou enfin en Ukraine en l'occurrence, avait des conséquences en Algérie, au Yémen, au Soudan, en Égypte ou même en France. Donc ça, d'une certaine manière, ça a été pédagogiquement une bonne chose. Bon, je prends bien sûr des pincettes dans ce que je dis. Mais est-ce qu'on en a tiré les leçons en France ou pas du tout Je te vois venir. Moi, je suis un peu néophyte sur le blé, excusez-moi. Mais je me dis, moi, je sais pas, il m'arrive un truc comme ça, je prends les leçons et je me dis, j'essaye de m'autonomiser, ou je sais pas si le mot se dit, mais de me rendre autonome sur ce sujet-là. Vas-y, dis-le. Tu parles de la souveraineté, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Alors, moi, des fois, ce mot-là me fait toujours un petit peu peur, parce que ça fait très souverainiste, très roi. Moi, c'est pas du tout ça. Je me dis, voilà, demain, on fait comment ? Nous aussi, on a eu un peu l'effet colibri au moment de la guerre en Ukraine, avec l'augmentation de la tonne de blé, et en même temps on avait la crise de l'énergie, donc pour les boulangers c'était quand même assez compliqué, enfin pour le consommateur final aussi, de payer la petite note. Et donc je me dis, mais est-ce qu'on a tiré les leçons de ça ? Et est-ce qu'en France, on a mis des choses en place qui nous laisseraient à penser que on sait faire maintenant, enfin que ça pourra pas se produire en vérité. Écoute, dans les discours, on a été très bons. Je me souviens, je suis très mauvais avec les dates, mais je crois que c'était en 2022 où l'ancien ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, avait lancé avec tambours et trompettes un rapport qui, alors si ma mémoire est bonne, c'était pour une souveraineté agricole et alimentaire française et européenne. Bon, déjà, en tant que géographe... En tant que personne qui a l'habitude de dire c'est plus compliqué et considérons les territoires, déjà moi ce concept de souveraineté européenne en matière agricole, ça me... Je vais pas te dire que ça m'hérisse le poil, mais disons que j'ai quelques problèmes à comprendre ce que ça veut dire exactement, parce que je suis pas sûr que les... Tu pourrais nous donner ta définition ou ce qui te... Moi, ce qui me choque, ce qui m'interroge plus précisément, c'est que je me dis, est-ce qu'il est possible de trouver un intérêt commun entre, allez, disons, un producteur de porc en Bretagne, un producteur de porc en Pologne, un producteur de porc en Italie et un producteur de porc en Roumanie, par exemple. Je sais pas. Je demeure un petit peu circonspect. On a déjà énormément de problèmes au sein des interprofessions, donc sur une seule filière, à trouver un consensus à l'intérieur du territoire français. Donc je me dis, sur 27 pays, compliqué quand même. Alors la souveraineté, en fait, c'est un concept qui n'est jamais vraiment défini. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que plus je lis d'articles sur la souveraineté, plus il y a de définitions disponibles. Moi, ma définition de la souveraineté, ce serait pour... Mais là encore,
mais moi, je suis en pleine réflexion sur ce concept de souveraineté parce que je ne suis même pas sûr, vois-tu, que l'échelle nationale soit pertinente. L'échelle, pour parler de souveraineté à l'échelle d'un pays. Souveraineté française, souveraineté italienne, souveraineté tchèque, que sais-je encore. Moi, je pense que cette souveraineté, il faudrait déjà la penser à l'échelle des filières. À l'échelle des filières et voire même à l'échelle des territoires. Moi, je suis un grand partisan de redécouvrir le local. Alors, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Je suis pas en train de te dire la mondialisation c'est terminé, les échanges internationaux c'est terminé, on retourne tous à l'autosuffisance, on fait du locavorisme, on reste dans un rayon de 200 km autour de chez nous, ça peut être 150, 250, tu décides Sandrine. Bon, non, ça c'est voir les choses par le petit bout de la lorgnette. En revanche, je pense que si on veut faire évoluer les systèmes alimentaires, j'insiste sur le pluriel, redécouvrons quand même l'échelle locale. C'est quand même un vrai réservoir de ressources humaines, ressources financières, ressources naturelles, ressources environnementales. Redécouvrons ça. Et je pense que déjà, si on repense nos systèmes alimentaires à cette échelle locale, alors pas du tout en disant on va revenir à une espèce de côté hippie sympathique. Bon, non, je pense vraiment que même économiquement parlant, on peut avoir quelque chose. Mais moi, c'est très intéressant cette notion de territoire. Moi, je dis toujours, alors sans parler de territoire, c'est peut-être le mot le plus adapté, je dis, mais déjà travaillons à l'échelle de ce qu'on appelle nos régions. Je ne vais pas dire nos régions du talent parce que franchement, voilà, et essayer de trouver des systèmes, des maillages qui nous permettent d'avancer. A priori, les régions en France, elles essayent de faire des choses, mais il y a toujours, en fin de compte, des tirages. Et puis, je faisais un post aujourd'hui sur la loi Egalim 3, qui est quand même là aussi pour protéger nos agriculteurs, et en fin de compte, qui se fait tailler des croupières, mais au niveau européen. Donc, on voit bien qu'on ne joue pas dans le même camp. Enfin, on est soi-disant dans le même continent, l'Europe, mais qu'à l'intérieur, il y a des tensions géopolitiques et il y a des tensions économiques et d'intelligence, enfin que moi j'appelle d'intelligence économique, où on voit bien qu'on essaye, là franchement, c'est une attaque frontale sur notre agriculture. Donc c'est très compliqué. Je te remercie de l'avoir lu. Et je me dis, mais comment on fait? Parce qu'en fin de compte, les gens ne jouent pas dans le... Enfin, tu vois, c'est comme le gars qui met le but contre son camp, quoi. J'ai l'impression de voir ça quand je suis au niveau européen, ou alors peut-être qu'on ne sait pas se défendre. Non, alors, je suis d'accord avec toi, mais j'insiste vraiment sur cette question des filières, et c'est ça qui est problématique quand on essaye d'évoquer les évolutions, les transformations des systèmes alimentaires. C'est que le retour au local, et je suis le premier à le vouloir, c'est faisable sur des filières, je ne sais pas, fruitières, maraîchères, des choses comme ça. Sur l'échelle de la grande culture, plus compliqué. Le blé, si on parle du cas français, ou le riz, mais le riz c'est vraiment très très limité. On va dire. Prenons le blé qui est vraiment la céréale de base en France encore. Bon, le blé c'est compliqué d'être uniquement à l'échelle nationale. Oui, il faut des échanges internationaux. Donc c'est pour ça et que c'est parfois un discours un peu difficile à entendre parce que c'est ni tout blanc ni tout noir. Moi je suis un grand partisan des solutions au cas par cas, filière par filière, mais aussi territoire par territoire. Et est-ce que tu es entendu quand tu parles de ça? Non. Ah, d'accord. Okay. Non, je te rassure. Non, je te rassure. Mais non, c'est que quand je dis ça, tout le monde dit oui, tu as raison, mais comment on fait? Et c'est très perturbant pour beaucoup de personnes. Et je parle des professionnels des premiers, et je les comprends parce qu'ils sont le nez dans le guidon j'ai envie de te dire, du lundi au dimanche. Ils aimeraient avoir des solutions toutes faites, des solutions clés en main. Mais malheureusement, en matière agricole et alimentaire, ça ne se passe pas comme ça. Parce que c'est une sorte de millefeuille. Tu as la strate, on va dire, écologique, en lien avec en géographie, ce qu'on aime appeler le milieu naturel. Mais après, tu as une strate agronomique, tu as une strate économique, tu as une strate financière, tu as une strate industrielle. Puis tu as une strate quand même aussi des consommateurs. Donc historique, sociologique, géographique, anthropologique, philosophique, religieuse. Donc il y a tout ça, c'est un petit peu le mouton à 5 pattes. Quoi. Enfin, même à 18 pattes. Si tu veux. Mais pourquoi que nous, on ne sait pas faire? Ah, d'accord. Ouais. Il va couper de toute façon. Et pourquoi nous, on sait pas faire et que d'autres, ils savent faire, en vérité? Il y en a qui savent faire et nous, on sait pas faire. Tu penses à qui? Non, j'ai pas d'idée, mais par exemple, nos amis d'Outre-Rhin, ils sont quand même une agriculture qui est beaucoup plus forte, plus organisée. Ensuite, on n'aime pas ce qu'ils font. Toi, je pensais à nos amis espagnols, ou même, regarde, nos amis marocains qui restructurent, en fin de compte, toute leur agriculture. Et nous, on a l'impression qu'on n'a plus de passé là-dedans et qu'on ne sait plus faire, qu'on est paralysé par les choses, non? C'est une vision. Tu parles de voisins européens. Allez, moi, je vais te parler de la très lointaine Chine.
Moi, ce que j'ai l'impression, vu de l'extérieur, c'est que ce qui parfois nous semble être une sorte de flou informationnel en France, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une vision à moyen et long terme. Et quand je te parle de moyen-long terme, je te parle pas de 6 mois. Là, je voyais je crois qu'il y a 2 ans, le Parti communiste chinois, à l'occasion du grand raout du parti, annonce un plan à l'horizon 2060-2070. Ouais, ça manque de vision. Je suis tout à fait en disant, voilà, l'un des enjeux, mais c'est pas un enjeu alimentaire, c'est un enjeu de la survie du pays. Ouais. C'est de sécuriser les approvisionnements. Et tout est fait, tout l'appareil d'État, mais j'ai envie de te dire, toute la société pousse dans le même sens. Alors, on est d'accord, c'est pas du tout le même système politique, c'est pas du tout la même pratique de l'État, c'est pas du tout le même rôle de l'État vis-à-vis des citoyens. Ça, on est entièrement d'accord, on est quand même dans un régime beaucoup plus autoritaire. Ceci étant dit, il y a quand même une vision. Moi, je donne toujours le même exemple. On a eu les élections européennes il y a quelques temps. Est-ce qu'on a entendu parler des enjeux ? Est-ce que les enjeux agricoles et alimentaires ont été au centre de la campagne ? Je parle pas de centre de la campagne pour les professionnels les gens qui sont dans les cabinets et qui travaillent sur les questions agricoles. Pour le grand public, je suis désolé, non. Personne n'a parlé de la PAC, personne n'a parlé du rôle de l'Union européenne dans nos assiettes, dans nos plats, etc. Donc l'agriculture, moi j'ai l'impression que c'est un petit peu un parent pauvre. Enfin, agriculture, alimentation, c'est un peu un parent pauvre. Et j'ai l'impression alors toi tu parlais de la notion d'Europe et tu parlais de la notion de Chine, qu'on subit en fin de compte. Moi qui travaille beaucoup au niveau européen, à chaque fois je sors des informations et je te jure que des fois sur les posts, il y a des personnes qui disent « Non mais Sandrine, vous êtes tout à fait d'accord dans votre analyse, mais vous pouvez pas le dire. C'est genre ne nous faites pas peur, ne nous faites pas peur. » Mais c'est la réalité, j'ai l'impression qu'en France, mais peut-être c'est moi qui ai cette impression-là, c'est qu'on a peur de cette réalité et qu'en fin de compte l'appareil européen nous comme paralyse en fin de compte et qu'on n'arrive pas à prendre les choses par le bon bout et que par contre les autres ils savent utiliser cet appareil européen, ce qui n'est pas du tout notre cas. En tout cas, je parle d'agriculture et d'alimentation. Je parle pas. Mais de toute façon, moi j'ai vraiment l'impression que dans le cas européen, c'est vu de l'extérieur, mais c'est que on n'a pas repris la vision réaliste des relations internationales. On est encore à croire que le libre-échange, la libre concurrence, le marché va finalement harmoniser les relations internationales et que bon an, mal an, ça va aller. Bon, la Chine, elle n'est pas du tout dans cette optique-là. De dire, il faut sécuriser l'approvisionnement, il faut conquérir de nouveaux marchés et donc l'appareil d'État se met au garde à vous pour ça. Bon, la Chine, on se dit, un pays quand même avec certaines tendances autoritaires. Regarde l'Inde, qui est pourtant perçue depuis des années comme la plus grande démocratie du monde. Bon, de moins en moins quand même, mais l'Inde c'est pareil. Il y a 2 ans, qu'est-ce qu'a fait l'Inde ? Elle sécurise son riz. Son riz, exactement. Non, là, d'abord, on nourrit la population intérieure, et puis après, on verra. Alors, finalement, ils ont fait un petit peu, ils ont rebroussé chemin, etc. Moi, ma lecture de l'événement, c'était, ils testaient un petit peu. Ils voulaient voir comment ça se passait, comment la scène internationale réagissait, pour ensuite adapter leur... Bon, la réélection de Trump. Alors, Trump, on a parlé beaucoup de Trump sur les questions de migration, etc. Il a aussi un plan agricole. Et alimentaire aussi. Un plan agricole, c'est-à-dire, on soutient l'économie, on met du protectionnisme, on autorise l'utilisation d'engrais, de pesticides, etc. On supporte énormément la tech, parce que d'une part, peut-être ça peut permettre de trouver des solutions, et puis ça crée des brevets. Donc il y a une vision. Là encore, moi ce que je veux dire, je suis pas à te dire Trump c'est super, Xi Jinping c'est super, ou Modi c'est super. Non, moi ce que je dis, c'est qu'il y a une vision, et il y a une stratégie. En Europe, moi je peine à voir la stratégie. Mais du coup, moi, je dis tout le temps que je vois 2 grandes routes. Il y a la nouvelle route de la soie des Chinois et il y a la route de la tech. Alors, tu sais que celle-là te tient à cœur et moi, elle me tient à cœur pour d'autres raisons. J'ai l'impression que je mets les Indiens un petit peu à part, les Brésiliens un peu à part, mais tu vois, des espèces de tentacules qui arrivent et qu'on laisse faire. Moi, quand on me dit que plus de 70% du concentré de tomate ou de la sauce tomate vient de Chine, ça me fait mal, dans un pays comme nous, la France, où on fait de la tomate. Je renvoie au bouquin de Jean-Baptiste Mallet, L'Empire de l'or rouge. Quand tu vois les coulisses de l'industrie de la tomate, ça donne pas envie. Donc est-ce que toi, tu
tu réfléchis aussi comme ça sur ces circuits. Moi, j'en vois deux majeurs, celui de la tech, dont on parlera tout à l'heure, et celui de ce qu'on appelle la nouvelle route de la soie des Chinois, où ils s'installent, et ils installent les produits, et ils sécurisent. Et enfin voilà, je ne sais pas si c'est toi cette vision duale. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, là, on est peut-être sur une nouvelle bipolarité mondiale, et avec des sous-polarités. Hein. On peut penser, on n'en a pas parlé depuis le début, mais il y a des pays comme le Brésil, par exemple, qui est aussi un mastodonte agricole, lui qui a un modèle quand même entre guillemets très traditionnel, vraiment à produire beaucoup et puis à devenir d'une certaine manière le grenier, alors pas forcément à blé mais surtout à soja du monde. L'Europe aurait pu et pourrait encore, à mon avis, moi je suis un éternel optimiste, pourrait devenir une sorte de troisième route entre la route de la tech et la route de la soie. Ce serait peut-être justement une route plus sur des systèmes, allez on va dire, je sais pas, appelle ça plus résilient, plus durable, etc. Mais là encore, moi je suis le premier à vouloir qu'on soit sur du local, du bio, du tout ce que tu veux, du anti-pesticide, etc. Mais ça, c'est c'est quand je rêve, c'est la nuit, c'est sympathique. Mais malheureusement, c'est pas d'un claquement de doigts qu'on va abandonner l'agriculture qu'on appelle, disons, conventionnelle par facilité lexicale pour une agriculture respectueuse de son environnement, etc. Ça va demander du temps, ça va demander des investissements, mais la question, c'est de savoir, pendant toute cette période d'adaptation, pendant toute cette période de transformation, comment on fait pour soutenir nos agriculteurs et nos éleveurs aussi. Parce que c'est bien gentil de dire oui, mais à 25 ans, ce sera bon. Oui, peut-être que dans 25 ans, si on continue comme ça, il n'y en aura plus. Il n'y aura plus ni éleveurs, ni agriculteurs. Parce qu'on se rend compte quand même que nos agriculteurs, alors moi, je ne suis pas du genre à tenir des propos chauvis, ils ne jouent pas dans la même catégorie que certains autres pays européens qui ont des facilités que nous n'avons pas. Évidemment, et donc, ça crée quand même des distorsions. Des distorsions qui sont de toute façon totalement impossibles à combler. C'est valable pour les grandes cultures, c'est valable pour le vin. On n'en a pas parlé depuis le début, mais même, les Bordelais, les Bourguignons, le vignoble. On est troisième sur Eurostat. On est troisième, mais même, sur les coûts de production, on ne pourra jamais rivaliser avec les Argentins, les Néo-Zélandais, les Australiens ou les Chiliens. Mais pour des raisons purement structurelles, qui ont été très bien étudiées par les économistes. Donc oui, il faut assumer le fait qu'il y a une sorte de distorsion de concurrence de facto, mais pour autant, j'en parlais avec un collègue il y a quelques années de ça, qui avait bossé très longtemps dans la volaille, lui. Et il me disait, le problème de la France, c'est qu'à un moment donné, il y a une quinzaine d'années, on s'est dit, on va tout mettre sur la qualité. Oui, on a la distorsion de concurrence, on ne peut pas rivaliser sur entrée de gamme, moyenne gamme avec certains concurrents internationaux, donc on va faire de la qualité. Mais c'est très bien de faire de la qualité, c'est très bien de faire du poulet de l'Ouest, c'est très bien de faire du poulet de Bresse. Ok, super. Sauf que ça a un coût. Et un coût que les consommateurs, in fine, ne sont pas prêts à supporter. Alors, ils ne sont pas prêts parce qu'ils ne le peuvent pas ou parce qu'ils ne le veulent pas. Donc, je pense qu'en France, alors, il faudrait aussi, peut-être, dans certaines filières, redécouvrir les entrées et les milieux de gamme. C'est-à-dire redécouvrir non pas du poulet à 12, 13, 14, 15 euros le kilo, mais redécouvrir du poulet à 6, 5, 6, 7 euros. On n'empoisonnerait pas les consommateurs. On sait faire du poulet entrée de gamme. Il n'y a pas de problème. Bon, mais est-ce qu'aujourd'hui, on se donne les moyens de le faire ? J'ai pas l'impression. Et en l'occurrence, aujourd'hui, le poulet qu'on utilise dans les plats préparés, qu'on utilise, la restauration collective, etc., très souvent, c'est pas... peut-être du poulet européen, mais pas forcément. Ça vient de l'étranger. Ça vient de l'étranger. Non, moi, je trouve que c'est assez inquiétant parce que je vois les attaques. Alors, quand je dis attaques, c'est aussi les gens se défendent sur leur marché. Je vois les attaques régulières contre notre agriculture. Et j'ai l'impression, et là je suis tout à fait d'accord sur ce système de vision, que notre système politique tel qu'il est, où tous les 4 ans on change on change de gouvernement, là on voit bien en plus avec... les 14 heures. Voilà, bon là on est sur des délais beaucoup plus courts évidemment. Comment tu veux installer du long terme ? Parce que l'agriculture est un temps long. L'agriculture demande une vision. Et donc ça on l'a plus du tout. Bien. Merci. Alors, t'animes Voyage en cuisine. Moi, c'est une émission que je ne connaissais pas. Je suis découverte. C'est normal, c'est une nouvelle émission. Et en fin de compte, tu racontes des odyssées, de ce qui se mange, des médissages, des choses comme ça. Et en fin de compte, je me dis, est-ce qu'on peut dire que la gastronomie, c'est un soft power, c'est une puissance un peu, de faire connaître. On dit toujours qu'en France...
c'est ce qu'il nous reste, hein, voilà. Est-ce que nous, la France, on a toujours beaucoup joué cette carte, mais on voit bien que maintenant, les Chinois, les Turcs, que tu connais bien, hein, dont tu pourras nous Mhm. parler, les Coréens, les Africains aussi, hein, Bien essayent sûr, de venir évidemment, ouais. sur ces sujets-là. Les Marocains, l'année dernière, étaient des invités du Salon de l'agriculture, dans mon souvenir. Eux-mêmes ont un salon de l'agriculture, créent des événements autour de la gastronomie. C'est plus quelque chose Mhm. spécifiquement de français d'avoir un soft power culinaire. Ton avis sur le sujet? Alors, plusieurs choses. Le soft power, déjà, bon, moi, c'est un concept que j'ai beaucoup utilisé et que je trouve de moins en moins efficient. D'accord. À condition de définir ce qu'on veut. C'est-à-dire que le soft power, bon, traditionnellement, et moi aussi, en tant qu'enseignant, je l'ai enseigné, c'est justement après la chute du mur de Berlin, on se retrouve dans un monde unipolaire, dominé par les États-Unis, blablabla. Et donc, la puissance passe par d'autres canaux que, on va dire, les attributs traditionnels Ouais. de la puissance, que sont l'armée, l'économie, etc., les sanctions, etc. Notamment par le prisme de la culture. Mais on oublie souvent le second pilier du soft power. Le soft power, c'est quoi? C'est faire adopter ses valeurs. C'est se rendre désirable, mais c'est aussi faire adopter Mhm. ses valeurs par quelqu'un d'autre. À ce titre-là, il n'y a pas beaucoup de pays Mhm. qui peuvent se vanter d'avoir un soft power. C'est pas parce qu'un pays a une industrie culturelle florissante, donc vend des produits culturels à l'étranger, que pour autant, c'est un soft power. Mhm. Tu parlais de la Corée du Sud. Pour moi, la Corée du Sud n'est pas un soft power au sens, comment dire, qu'on pourrait l'utiliser avec les Américains. Ouais. Les Américains ont véritablement diffusé une vision du monde. Une vision du monde à travers l'American Way of Life, à travers, je sais pas, l'American Dream, à Oui. travers le fait que les jeunes, moi je joue avec mes étudiants français, qui ne rêvent que d'une chose, ils le disent ou ils le disent pas, c'est d'aller aux États-Unis. Il y a Ni pour toujours cette voir. espèce d'idée, on va traverser l'Atlantique, et même s'ils le disent pas, ils le formalisent pas comme ça, c'est on va un peu travailler, on va se baisser, et puis hop, on va récupérer, on va devenir quasiment millionnaire Ouais, en 3 ans. Gilded Age. Gilded Age. Voilà. Bon, la Corée du Sud, non. Elle vend de la production culturelle, qui peut être parfois gastronomique, mais on n'adopte pas une vision coréenne du monde. Ouais. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, j'en doute. En tout cas, je parle de l'Europe. Sur d'autres, comment dire, dans d'autres régions, c'est peut-être le cas. Mais bon, toujours est-il, ce soft power, donc ce concept de soft power, il a quand même donné lieu à quelque chose de très gastronomique, pour le coup. C'est-à-dire que ça a donné lieu, au début des années 2000, à ce qu'on a appelé la gastrodiplomatie. En gros, la gastrodiplomatie, c'est un terme qui est forgé, je crois que si je me souviens bien, en 2004, par un chercheur américain qui s'appelle Paul Rockower, et qui écrit un très long article qui synthétise, en fait, la manière selon laquelle certains pays, dans son cas, lui, ce qui l'intéresse, c'est le cas de la Thaïlande, utilise l'alimentation, utilise la cuisine, utilise un discours gastronomique pour finalement se faire une place sur l'échiquier international. Donc, pour se rendre désirable, pour attirer des touristes. Tiens, j'ai mangé thaï à Paris, je sais pas, à New York ou à Buenos Aires. Je vais y aller. C'est plutôt pas mal, ouais, pourquoi pas. Bon, mais aussi, et c'est ça aussi qu'on oublie avec la gastrodiplomatie, parce que c'est quand même l'un des piliers, c'est aussi pour la balance commerciale. C'est-à-dire que l'idée des Thaïlandais au départ, c'est de se dire, si on peut aussi trouver de nouveaux marchés, de nouveaux débouchés commerciaux pour nos produits agroalimentaires, eh ben, ne faut pas se priver. Donc, cette gastrodiplomatie, elle a 3 objectifs, en fait. Développer une influence, développer, comment dire, le tourisme, donc une vision purement économique, et enfin, une vision très commerciale des choses, tu vois. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'est développé au début des années 2000. Après, dans le sillage de la Thaïlande, on a eu la Corée du Sud qui s'est mis là-dessus. On a eu le Pérou, autre continent, mais là aussi, même stratégie. Bon, et on a, comme tu as tout à fait bien dit, des pays qui aujourd'hui essayent. Alors, pas forcément qu'on n'ait pas une stratégie hyper pensée, mais qui disent que ça pourrait être pas mal. Alors, moi, je pense à la Turquie, je pense au Sénégal aussi. Alors, moi, je pensais à l'Inde. Tu vois, je me demandais, j'allais te poser la question de dire, est-ce que tu penses que l'Inde, ça peut devenir un grand pays de gastrodiplomatie? Je sais qu'ils ont des envies de sortir de chez eux, hein, et qui en ce moment ils sont en négociation très forte avec l'Union européenne, et je pense que ça fait partie de la palette des outils que tu sors quand tu essayes de sortir de ton pays. Donc je sais pas, sur l'Inde qui est aussi un pays où il y a une forte identité culturelle au niveau de la cuisine, est-ce que tu penses que ça peut être un des pays? Tu m'as cité la Turquie, j'aimerais t'entendre aussi sur la Turquie, que je vois de plus en plus. Alors moi j'étais étonnée, je pense que tu vas au Sial comme moi. Bien sûr, ouais. La taille des stands au Sial turc. Donc
Là, tu sais, je vais pas dire que la bouche m'en est tombée, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils produisent dans ce pays? Tu sais, j'étais là, assez étonnée. Donc, tu as d'un côté, je t'entendrai bien sur la Turquie. Je sais que c'est un pays que tu connais bien parce que tu y as vécu. Et deux, qu'est-ce que tu penses de ma petite idée sur l'Inde? Parce Alors, que j'en entends beaucoup parler en ce moment. L'Inde, je pense que ça va se développer. Le problème, pour l'instant, me semble-t-il, c'est que c'est quand même un pays en différents états. Donc déjà, l'unité, structurer une cuisine indienne, compliqué. Quand tu es au Rajasthan, quand tu es dans l'Uttar Pradesh ou quand tu es à Delhi, c'est pas la même chose. Donc déjà, ce besoin, il va y avoir une nécessité quand même de créer une offre à destination de l'étranger. Donc ça, c'est la première chose. Mais je vois pas pourquoi l'Inde le ferait pas. Et l'Inde le fait déjà par d'autres biais et pas la cuisine. Par exemple, bon, on en a beaucoup parlé, on a beaucoup glosé là-dessus. Il y a eu beaucoup d'articles qui se... Je vais pas dire qu'ils se moquaient, mais qui regardaient avec un petit ricanement ce qu'on a appelé un petit peu rapidement la diplomatie du yoga. Pour moi, le yoga, c'est intéressant. Parce que le yoga, qu'est-ce qui est vendu avec le yoga? Ce qui est vendu, c'est des valeurs. C'est un système de valeurs. Donc, c'est se rendre désirable vis-à-vis de l'étranger. La cuisine peut le faire. Mais donc, l'Inde a quand même, aujourd'hui, une vision, allez, soft power, si on veut. Bon, j'allais dire ces nouvelles puissances, mais même si c'est quand même des puissances très, très anciennes. Mais disons que ces nouveaux leaders sur la scène internationale, moi, me semble-t-il, tu parlais de la Turquie, pendant très longtemps, en fait, le soft power... Ça leur passait un petit peu derrière la tête. C'est d'abord du power, du hard power, et puis après on verra sur le soft power. Bon, les Turcs aujourd'hui commencent, me semble-t-il, à modifier un petit peu leur stratégie là-dessus en matière culinaire, en matière de gastrodiplomatie. Il y a 2 ans, ça a été sous le patronage de la première dame, donc la femme de Recep Tayyip Erdogan, Emine Erdogan. Il y a eu tout un projet de gastrodiplomatie qui ne disait pas vraiment son nom, qui a accouché de plusieurs ouvrages, d'une émission de télévision, de différents événements à droite à gauche, notamment une semaine de la cuisine turque dans les représentations, les ambassades, les consulats à l'étranger. Bon, ensuite, y a-t-il une vraie stratégie à long terme ? Je suis, comme a pu l'avoir la Thaïlande, comme peut l'avoir le Pérou, je suis un petit peu plus réservé sur la question. Après, les Turcs, tu parlais justement du Sial, et oui, moi aussi j'y étais et ça m'avait étonné. C'est-à-dire qu'ils ont une grande, pour les avoir beaucoup pratiqués, j'ai vécu 7 ans là-bas, et ils ont une grande tradition des, ce qu'ils appellent les foires, F-U-A-R, donc les salons. C'est-à-dire qu'il y a une vraie diplomatie du salon. D'accord. Alors, pas la pièce, d'aller dans les salons, de montrer, etc. Alors, moi, je sais qu'ils sont beaucoup très, très présents dans les salons du tourisme, dans les salons de l'innovation, dans les salons, etc. Donc, il y a c'est aussi une sorte de diplomatie du salon qui se met en place et qui est un des piliers de leur stratégie internationale. C'est vraiment des stands assez impressionnants. C'est très impressionnant. Moi, je me rappelle du Sial, mais c'était quasiment sous une tente. Ils avaient toute cette extension qu'avait installée le Sial. Bon, à voir un peu l'année prochaine. Tu parlais de l'Inde et du yoga, et moi, ça me faisait penser à cette espèce de tendance de tout un tas de gens autour de moi qui partent faire des cures ayurvédiques en Inde, et qui reviennent enchantés en général, avec le régime alimentaire qui va bien. Du coup, ça m'infère une petite question qui devait pas venir à ce moment-là, mais tout de suite, ces espèces de néo-mouvements religieux, et en fin de compte, ça influe les modes de vie. Alors ensuite, déjà, on va aller chercher un peu ailleurs, mais c'est un syncrétisme religieux, mais qui n'a rien à voir avec catholiques, musulmans, juifs. C'est vraiment des choses bouddhistes, yoga, ayurveda, enfin, même des choses qui viennent, comment dire, d'Amérique du Sud. Tu vois, des petites personnes là, je sais plus comment ça s'appelle et tout. Et je me dis, ça influe notre alimentation et nos modes de vie. Alors, ce que tu dis, c'est très très vrai. D'ailleurs, puisque tu parlais de voyage en cuisine, on a fait justement un départ en Inde, à Goa, où dans un des épisodes, on tourne dans un centre ayurvédique. Enfin, notre journaliste tourne dans un centre ayurvédique, ce qui est assez drôle d'ailleurs. Je crois que la recette, c'était une sorte de soupe à base de lentilles ou quelque chose comme ça. Bon. Mais dans ce que tu dis sur la nouvelle spiritualité, ça me semble central, parce qu'on n'est pas uniquement sur la redécouverte, comme tu dis, du bouddhisme, de l'hindouisme, du shintoïsme, de l'islam ou autre. Non. En fait, on est sur un syncrétisme mais un syncrétisme à l'échelle individuelle. J'avais lu un livre il y a quelques années de ça sur les nouvelles spiritualités, où en fait l'auteur montrait, alors son nom m'échappe, mais l'auteur montrait que ce renouveau du spirituel n'était pas une redécouverte, mais plutôt en fait, qu'est-ce qui me correspond à moi ? L'idée n'est pas d'être dans un groupe social, de s'intégrer à un groupe qui partage les mêmes croyances religieuses, mais plutôt...
faire un petit peu ma petite tambouille spirituelle. Bon, ça me plaît bien, je vais le prendre. Ça me plaît moins, je le prends pas. Tiens, je pourrais être un petit peu chrétiano, islamo, indo, shinto, moi-même. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous dit aussi beaucoup de la place de l'individu dans nos sociétés. C'est-à-dire que l'individu est devenu la valeur cardinale. Quand l'individu, pendant très longtemps, même pendant des millénaires, j'ai envie de te dire, était un membre d'un groupe plus large, ça pouvait être un groupe ethnique, ça pouvait être un groupe géographique, un groupe religieux, un groupe social, etc. Aujourd'hui, l'individu est, comment je pourrais dire, la référence indépassable. Et on le voit dans l'alimentation. C'est qu'aujourd'hui, l'alimentation, la cuisine qui nous permet de nous intégrer à un groupe, aujourd'hui, la cuisine nous permet de dire qui nous sommes. Et qui nous sommes, toi Sandrine ou moi Pierre, qui nous sommes ou qui on veut être. Et on le voit. Et ça, alors peut-être que ça va sembler un petit peu comme ça des propos éthérés à nos auditeurs ou nos spectateurs. Mais regardez en fait le boom ces dernières années de la segmentation à l'extrême dans les restaurants. Pour les marketeurs. Ou les franchises. Moi, parfois, tu sais, tu vas dans un restaurant ou dans une chaîne que tu connais pas, et il te faut 5 minutes pour comprendre comment tu commandes. Où on te dit alors, la base, ça va être du riz, du blé ou du truc, et après tu mets des toppings, et après tu mets la garniture, etc. Donc en fait, ce que tu manges toi, même si on mange ensemble, ce ne sera pas ce que je mange moi. On est devenu, on a eu le plaisir d'avoir Jean-Pierre Poulain, on en avait parlé ici, c'est quelque chose d'assez central, hein. Je ne suis pas sûre que ce soit lui qui l'ait mis en avant, mais en tout cas il en parle souvent de cette individualisation de la personne, qui fait qu'en fin de compte c'est moi-je, et que moi des fois je pousse même, pour ceux qui le savent, que je suis aussi enseignante comme toi, avoir des parents qui veulent absolument que leurs enfants ils soient TDAH ou HPI ou dyslexiques. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, sans cela, il n'arrive pas à se distinguer des autres. En fait, on a ce besoin de distinction, mais qui est devenu central pour tout le monde, et donc qui passe aussi par ce que tu dis. Je vais choquer. On a vu aller depuis une dizaine d'années exploser le nombre de personnes déclarant qu'elles étaient intolérantes au lactose, intolérantes au gluten, intolérantes à que sais-je encore. Le fait de clamer une allergie, de clamer une intolérance, c'est aussi une manière de dire, regardez, j'existe. Ben oui. Le fait de se clamer végétarien, de se revendiquer vegan. Je rappelle quand même que toutes les études médicales montrent que les véganes représentent, les vrais véganes dans les pratiques, représentent, je crois que c'est moins de 0,2% de la population française, puisque c'est 0,1, je sais pas, mais dans ces eaux-là, quand les végétariens représentent au maximum 3%. Alors que quand on est sur du déclaratif, je crois que les véganes, on doit monter à 15%, et les végétariens doivent être aux alentours de 30%. Oui, mais ça fait bien de dire sûrement... Mais moi, je ne suis pas là à dire c'est bien ou c'est mal d'être végétarien. Ce que je dis, ce qui m'intéresse, c'est de dire l'alimentation est devenue une manière de dire qui l'on est. Et même, alors tu parlais de Jean-Pierre Poulain, moi il y a un livre dont le titre, mais alors vraiment, j'envie l'auteur d'avoir fait ce titre-là, Cherry Turtle, qui disait, et son livre s'appelle Alone Together, Seul ensemble. Ah oui. Et quand tu vas même au restaurant, mais tu te rends compte, avec les smartphones, avec les trucs comme ça, on est seul ensemble. Mais en vérité, un sujet que j'ai traité cette semaine sur mes réseaux sociaux, peut-être t'es passé sur le post, j'expliquais qu'en fin de compte, avant, dans notre époque, dans la mienne, manger au seul restaurant, c'était un peu la honte internationale, genre il a pas d'amis celui-là. Et en fin de compte, maintenant, les gens... C'était, cook alone. C'était cook alone, manger solo. J'ai écrit dans ma newsletter et j'expliquais qu'en fin de compte, c'était devenu un mode de vie et que les gens étaient auto-centrés sur eux-mêmes sur l'instant du repas. Ils mangeaient ce qu'ils mangeaient, ils mangeaient très bien. Mais en fin de compte, ils ont leur téléphone, donc ils sont reliés à quelque chose qui leur donne de l'importance parce qu'ils font quelque chose avec les mains. Et de toute façon, même quand on mange à deux, tu manges avec une troisième ou une quatrième personne, c'est le téléphone, et des fois le serveur, il t'ennuie en vérité, donc c'est bien si c'est un robot qui te sert. Et moi, j'étais assez étonnée de cette évolution de la solo... du solo dining, comme vont appeler les Américains. En fin de compte, tu fais tout seul. Et que quand on interroge les gens, ils vous disent « je me sens seul, j'ai envie de rencontrer des gens », mais on a l'impression que se rencontrer les gens, se confronter aux gens, c'est devenu super compliqué. Et je faisais une autre remarque cette semaine, et puis j'aimerais bien t'entendre là-dessus, en disant les jeunes ne fréquentent plus les marchés, enfin le marché forain, où on achète des fruits et légumes. Mais en fin de compte, c'est devenu même ça, c'est
moins violent de commander une carotte sûrement en ligne s'il commande une carotte que de se dire je vais aller voir le gars, je vais discuter avec lui, il va me filer 3 carottes et puis je vais faire ma salade. Même ça, j'ai l'impression que c'est une espèce de violence, comme les gens se sentent vite agressés en fin de compte. Mais à tel point qu'aux États-Unis, tu vois se développer des plateformes, donc des petits malins de la tech, des entrepreneurs, qui font des plateformes pour que les gens se retrouvent et mangent ensemble. On a vu ça pendant le Covid un petit peu, puis ensuite... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que contre le paiement de quelques dollars par mois d'inscription, en réalité, les gens font ce qu'on faisait avant. Donc, c'est quand même assez fascinant de voir, ces évolutions qui créent un nouveau service, une nouvelle marchandise qui, en réalité, est exactement ce qu'on faisait avant de manière pas du tout mercantile. Mais est-ce que tu penses que c'est inquiétant, cette espèce d'individualisation à l'extrême d'un acte qui, avant, manger, c'était déjà un acte social, de partage. Moi, je ne sais pas, tu vois, autour d'un plat, tu discutais, je sais pas, on a déjeuné, dîné ensemble plusieurs fois, tu dis, ah ouais, c'est super ce que tu as d'enfant, voilà. Est-ce que tu trouves que c'est inquiétant ? Oui, j'ai tendance à dire que c'est inquiétant. Moi, j'ai tendance à trouver que l'individualisation à outrance est inquiétante. Alors, je suis pas là à te dire qu'il faut vivre reformer des kolkhozes et vivre ensemble en communauté. Mais en même temps, quand ton seul horizon, c'est ta propre subjectivité et c'est toi-même, c'est problématique parce que, in fine, on est quand même des animaux sociaux. Donc, tout seul, c'est cette idée du « je vais réussir tout seul », en fait, ça crée, comme tu as très bien dit, ça crée des gens mal dans leur peau, déprimés, voire même totalement dépressifs. Donc, peut-être que redécouvrir la cuisine ensemble pourrait être justement un moyen de lutter contre ça. On va aborder un sujet qui te tient vraiment à cœur, et puis moi aussi, on a eu l'occasion d'être sur un plateau ensemble, et qui va nous permettre d'aborder un sujet qui s'appelle, alors moi j'aime pas ce mot-là, végétalisation de l'alimentation. Je sais pas ce que ça veut dire, parce que un végétal, moi je sais ce que c'est, mais j'avais déjà l'impression qu'on mangeait des végétaux. Déjà, quel est ton avis sur cette espèce de tendance Eat Lancet, on va dire les noms, de Eat Lancet, c'est eux qui ont lancé ce concept, et franchement, c'est personne d'autre qu'eux qui l'ont lancé. Ensuite, on parlera de ce qu'il y a derrière de la tech, mais qu'est-ce que tu penses de ce concept et qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la végétalisation de l'alimentation, si ça veut dire quelque chose? Je n'en sais rien. Moi, je suis un petit peu comme toi. C'est-à-dire que ça fait partie de ces concepts où, quand on te les donne tout cuit dans le bec, tu dis « ouais, bien sûr ». Puis quand tu commences à réfléchir vraiment, à essayer, alors c'est à la mode de déconstruire le concept, tu vois pas vraiment ce que ça veut dire. Est-ce que c'est... En fait, j'aimerais mieux savoir ce que c'est. Est-ce que c'est on diminue la consommation de protéines carnées en les remplaçant par des produits végétaux, mais vraiment, alors ça peut être des légumineux, ça peut être des légumes, ça peut être des fruits, tout ce que tu veux. Ou est-ce que on limite, voire on fait disparaître les protéines carnées pour d'autres produits qui, alors, en tant que consommateur lambda, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Alors, ça peut être la viande végétale, je mets des guillemets à viande, ça peut être des galettes végétales, ça je vois un petit peu mieux ce que c'est pour certaines et encore pas pour toutes. Donc moi aussi je suis un petit peu comme toi Sandrine, moi je suis vraiment dans le brouillard sur cette question de la végétalisation et je sais pas vraiment en fait ce qu'on attend de nous. Et du coup, je vais rajouter une autre expression que moi j'ai utilisée pendant longtemps, parce que au début, tu es là, tu n'as pas toujours la profondeur de réflexion, qui est transition alimentaire. Et un jour, j'entends Jean-Pierre Poulin parler, et je pense que tu seras d'accord avec moi, et qui dit, mais attendez, la transition alimentaire, c'est déjà culturel, puis ça veut dire quoi pour un Brésilien ou un Chinois? Ça veut sûrement pas dire la même chose que pour un Européen. Et là, pourtant, on l'entend quand même bien, c'est végétalisation, transition alimentaire. Et je me dis, mais est-ce que les consommateurs, ils se retrouvent dans ces concepts? Et est-ce que c'est pas parce qu'ils ne se retrouvent pas qu'en fin de compte, ils zappent complètement? Alors, sur la transition alimentaire, je vois à peu près ce que c'est. Je vois à peu près ce que c'est au départ. C'est-à-dire, en gros, on passe de modèles alimentaires vraiment végétaux, très reposant sur des céréales, voire un peu de légumes, voire des racines, des choses comme ça. Ensuite, on voit avec le développement économique une augmentation
de la consommation de produits carnés qui, à un certain moment, se stabilise, mais qui dépend d'où on se trouve quand même sur la planète. C'est-à-dire que même aujourd'hui, on a une consommation de produits carnés qui est stable relativement, alors avec peut-être des toutes petites oscillations, mais qui est relativement stable. Puis la FAO dit qu'elle ne va pas baisser tant que ça. Hein. Voilà, en France, ça va être plus important, par exemple, aux États-Unis, pour des régions vraiment historiques, culturelles, etc., et même industrielles. Bon. Et voilà, donc on a cette espèce de courbe qui correspond peu ou prou à la même chose. C'est-à-dire quand il y a une modernisation d'un pays, un développement économique d'un pays, on observe, dans l'écrasante majorité des cas, une augmentation de la viande, disons ça comme ça. Avec une exception quand même, c'est l'Inde. Oui, pour des questions purement culturelles et religieuses, là. Et encore, même là, on voit quand même la courbe qui augmente. Mais on en est là. Moi, je ne sais pas quel va être le stade suivant de la transition. Est-ce que ça va être une baisse de la consommation de viande ? Peut-être, si j'ai bien lu et si j'ai bien compris, c'est ce que souhaite le Heat Lancet et tous les épigones du Heat Lancet. Est-ce que ça va se produire ? Là, j'en suis moins sûr. J'en suis moins sûr parce que, comment dire, c'est bien gentil d'avoir une vision très top-down en disant, voilà, nous, on sait ce qui est bien pour vous. Nous, on sait qu'il vous faut tant de calories, tant de protéines, tant de vitamines. Mais c'est sur quelles études, ce truc ? Moi, je ne les connais pas, ces gens, hein. Heat Lancet. Parce que le Lancet, je connais ce journal scientifique. Mais d'où ils ont sorti ça ? Alors ça, je serais bien incapable de le dire. Moi, ce qui me marque quand même en tant que géographe, donc en tant que, on va dire, chercheur en sciences sociales autour de l'alimentation, moi, ce qui me marque, c'est une vision très, comment dire, quantitative de l'alimentation. Depuis tout à l'heure, on essaie de montrer que c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, manger, c'est simplement ingérer tant de protéines, tant de glucides, tant de lipides, tant de vitamines, tant de tout ce que tu veux. Bon. Non, il suffit en fait d'ouvrir une encyclopédie gastronomique ou même de prendre son téléphone, d'ouvrir Instagram et ça pour voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça, l'alimentation. Donc moi, déjà, cette vision très rationnelle, elle me laisse sur mon quant à soi, si tu veux. Voilà. Est-ce qu'on a besoin, en tant qu'humain, enfin, moi, tu vois, je sais pas, je me pose, tu vois, j'en suis à un stade de ma carrière où je me pose vraiment des questions, et c'est ça qui est bien en recevant tous ces invités, c'est que je peux me challenger intellectuellement. Est-ce que l'humain, il est tellement stupide qu'il sait pas ce qu'il a besoin de manger? Et alors, ensuite, tu vas pouvoir me dire, ouais, mais Sandrine, regarde tous ces aliments ultra transformés, on a des problèmes d'obésité, enfin, toi, tu peux aller là-dessus. Mais je me dis, dans son fond, il le sait très bien. Tu vois, quand tu vas chez le médecin et tu dis, oh là là, j'ai 3 kilos de trop, et il dit, bah, fais un régime. Et l'autre, il commence à dire, bah, il faut manger comme ça. Ah oui, mais je connais. Je veux dire, intrinsèquement, on sait très bien ce qui est bon et pas bon pour nous. Enfin, ne pas savoir que certains produits ultra transformés sont pas bons pour nous, j'ai du mal à y croire. Qu'ensuite, les gens distinguent pas les formes d'ultra transformation, ça, je veux bien le croire. Et donc, je me dis, mais est-ce que vraiment on a besoin d'avoir tant d'argent dépensé par ces gens-là pour nous dire ce que je dois avoir dans cette assiette? Et que là, ça faisait, je sais pas, quelques années qu'ils étaient sur un régime V1. Là, on arrive sur le régime V2. Et dire, ben maintenant, c'est comme ça. Ça fait pour moi, très autoritariste. Là, tu me parlais de la Chine et tout. Ça fait vraiment aller en avant et c'est comme ça et pas autrement. Il n'y a pas de latitude. Alors, je suis d'accord avec toi. Alors moi, là où je suis moins d'accord avec toi, c'est quand tu dis les gens, finalement, savent ce qui est bon pour eux. Je suis de moins en moins sûr. Je pense qu'il y a une telle déconnexion entre une partie des consommateurs, pas tous, hein, et la réalité de la production, de la transformation, etc., je ne suis pas aussi sûr que toi qu'ils sachent vraiment ce qui est bon ou pas pour eux. Mais encore faudrait-il définir ce qui est bon ou pas. Bon, je me souviens, il y avait eu un scandale, une sorte de, tu sais, ces espèces de scandales buzz plus que temporaires sur les réseaux sociaux, il y a quelques années, où je crois que c'est une TikTokeuse ou une Instagrammeuse, etc., avait acheté du bacon aux États-Unis, du bacon, et il y avait la tétine, en fait, du porc qui était resté. Et donc, elle était totalement outrée de se rendre compte que son bacon venait d'un cochon, d'un porc. Donc, quand tu vois ça, tu te dis, ouais. Donc ça veut dire que quand même l'information, il y a un problème. Oui, il y a un trou. Il y a un trou en revanche, et alors là, je parle sous contrôle et sous le contrôle des auditeurs, etc. Moi, j'ai pas l'impression que ce que veulent des institutions comme le Heat Lancet, mais c'est l'une parmi beaucoup d'autres. Bien sûr. J'ai pas l'impression qu'ils veulent vraiment former
les consommateurs, c'est plutôt une vision très descendante en disant ça c'est bon pour vous, ça c'est mauvais pour vous. Enfin, c'est même pas ça. Ça c'est bon pour la planète, ça c'est mauvais pour la planète. Donc, à ce titre, on a le droit. Il va falloir faire une loi, il va falloir légiférer pour, rendre peu concurrentiels des produits qui sont considérés comme mauvais pour la santé, mauvais pour l'environnement, mauvais pour le bien-être animal, etc. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait une volonté de prendre les consommateurs par la main pour les amener à ces transitions dont on parlait. J'ai l'impression que c'est une vision quand même très, très coercitive de la prise de décision. Oui, je te dis, pour moi, c'est... Alors peut-être parce qu'on a toujours vécu dans un pays où on faisait ce qu'on voulait, où on te dit, c'est comme quand tu étais petit, tu manges ça ou tu n'as rien d'autre. Ça faisait un peu comme ça. Mais du coup, tu m'ouvres sur un sujet sur lequel j'aurais bien aimé qu'on parle, avant d'aborder la tech, c'est cette notion du bien-être animal, du traitement des animaux. Et là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a